Bienvenue dans cette cinquième et dernière session de bonne pratique de code. Je m'appelle Abdelil et je vais vous présenter le cours de TP sur la containerisation et déploiement CI/CD. Le cours sera enregistré et mis en ligne sur la chaîne YouTube, par contre le TP non. Alors, les points qu'on va aborder dans ce cours, d'abord on commencera par comprendre la containerisation, construire et exécuter une image Docker, et exécuter des tests dans un conteneur, publier une image sur une registry, automatiser avec un pipeline GitLab CI/CD. Alors, le problème. On commence par quelque chose d'un peu concret. Vous avez par exemple un projet Python ou bien n'importe quel type de projet de code qui tourne chez vous. Vous l'envoyez à un collègue, ça plante. Ensuite, vous dites, vous le mettez sur un serveur et là, ça plante encore. Et ça, c'est frustrant. C'est un cas classique. On appelle ça le It works on my machine. Pourquoi ça arrive? Parce que votre projet dépend de plein de choses invisibles que vous ne voyez pas forcément. Votre version de Python déjà, vos librairies, votre OS, des variables d'environnement que vous avez oubliées. Tout ça varie d'une machine à l'autre. Et ça casse. Donc aujourd'hui, on va voir comment régler ça proprement. Donc, comment régler ça proprement? En fait, on essaie de créer un environnement reproductible qui est portable et qui fait de l'isolation sans interférer avec le reste du système. Donc, la première solution qui a existé, c'était la virtualisation. Donc, c'est créer une machine virtuelle avec son propre OS, sa mémoire dédiée, son système de fichiers. Ça marche, mais c'est lourd. Donc, ça fait une machine virtuelle, ça fait plusieurs gigaoctets. Ça met des minutes à démarrer. Et ça, c'est contraignant. Donc, on a pensé à la containerisation. C'est presque la même idée, mais en beaucoup plus léger. En fait, ici, on isole le processus, les dépendances et le système de fichiers. Mais quand même, on partage le même noyau de la machine hôte. Donc, le résultat, c'est que ça démarre en secondes. Ça pèse en quelques mégaoctets. Donc, ce qu'il faut comprendre, la distinction importante ici, c'est que, à garder en tête, c'est que un conteneur, ce n'est pas vraiment une mini VM. C'est un processus isolé, rien de plus. Ici, c'est un peu la différence entre une VM et puis un conteneur. Alors, donc l'outil standard pour faire ça, c'est Docker. Le principe est simple, on écrit un fichier qui décrit l'environnement, c'est-à-dire le Dockerfile. Et Docker construit une image à partir de ça. Et cette image, on peut l'exécuter n'importe où. On peut l'exécuter et puis partager des environnements via une registry. Et ou bien automatiser aussi les déploiements à travers ça. Et un truc à savoir, c'est que Docker n'est pas le seul outil qui fait ça. Il y a par exemple le Buildah, le Podman, Kaniko. Le Buildah qui construit en fait des images sans démon. Le Podman qui fait tourner des conteneurs sans droit de route. Ils produisent tous, mais quand même en général ils produisent tous sous le même format d'image. Donc tout est en fait compatible. Donc le cycle de vie de Docker, c'est d'abord écrire, comme on avait déjà dit, un peu superficiel. C'est écrire le Dockerfile qui décrit l'environnement.
builder l'image, il crée un snapshot figé, exécuter le conteneur, tester le conteneur et pusher l'image à stocker pour la partager ou bien déployer. Donc dans le Dockerfile, en fait, chaque instruction crée une couche. Chaque instruction crée une couche et Docker garde ces couches en cache. Si vos dépendances n'ont pas changé, il ne les réinstalle pas à chaque build. C'est pour ça qu'on copie, parce que d'aucuns pouvaient se demander pourquoi on copie le fichier requirement.txt. Donc c'est exactement pour ce que je venais de dire, quoi. Donc en premier, avant le reste du code, quoi. C'est vrai, c'est un petit détail, mais ça fait une vraie différence sur des projets plus gros. Donc les builds, les builds sont beaucoup plus rapides en réalité, parce qu'on copie en premier le requirement en texte, parce qu'il n'a pas encore à réinstaller toutes les dépendances et autres. Ça, c'est un exemple d'application Python. Et là, on voit un peu une commande pour la commande pour faire build l'image. Donc, en fait, le Docker, quand on lance cette commande, donc le Docker, il lit le Dockerfile, instruction par instruction, comme je l'avais dit tantôt. Il crée un layer par instruction, ensuite il stocke l'image localement sous le nom de Python daemon. Donc après, si vous voulez vérifier est-ce que l'image a été bien construite, donc, il suffit juste de taper cette seconde commande qui est Docker images. Pour lancer le conteneur, rien de plus que Docker run, et puis avec cette commande Docker run monp. Voilà. En fait, l'argument monp 5000, en fait, il redirige le port 5000 du conteneur vers le port 5000 de l'autre. Donc, pour pouvoir avoir accès à l'application à travers le localhost. Donc, pour précision, tout ça, ça tourne vraiment dans un environnement totalement isolé. Ça, c'est aussi un exemple de test. Donc, les tests, on les lance en fait dans le conteneur. Ça, c'est un exemple de test, de code de test. On décrit ce qu'on veut, le résultat qu'on veut avoir. C'est un peu comme les tests unitaires. La commande pour faire ça, il suffit juste de mettre de run docker run python daemon pytest. Et l'idée en fait c'est que ici si ça passe là, ça passera partout. Pas besoin de croiser les doigts en espérant que votre collègue a la même version de Flask que vous. Donc on s'assure que l'environnement est le même, les dépendances sont les mêmes et le résultat sera identique. Donc une fois l'image prête, on la pousse sur une registry. Une registry, c'est quoi? C'est un dépôt qui stocke et distribue des images Docker, tout simplement. C'est un peu comme un GitHub, mais pour des images Docker. Donc chaque projet sur la Forge a une registry intégrée. Ça veut dire que tout le monde peut récupérer votre image directement et que le CICD peut l'utiliser aussi.
Pour se connecter à la registry, ça c'est un exemple de commande. La commande c'est docker login, ensuite le registry de votre forge. Donc après, lorsque vous tapez cette commande, donc la forge, GitLab va vous demander votre nom d'utilisateur et puis un mot de passe. Donc le mot de passe n'est rien d'autre que le Personal Access Token que vous pouvez retrouver si vous partez sur votre compte, votre espace de forge. Vous trouverez l'option au niveau de préférences Access Token et créer un token avec les scores. Ici, c'est les commandes pour taguer et pousser une image. Voilà. Pour que ça soit accessible à tous les membres du projet. Donc, ici, c'est le GitLab CI/CD. Donc, on veut en fait automatiser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait depuis le début. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que tout ce qu'on a fait à la main, builder, tester, pousser, on peut le faire en fait automatiquement à chaque fois qu'on pousse du code. Ce qu'on appelle le CI/CD en réalité. Et ça se configure dans un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yaml qui est placé à la racine du projet. Voilà. Mais en fait, la CI, c'est bien plus que juste builder des images. On peut aussi en fait vérifier plein de choses. On peut vérifier par exemple le cycle de code automatiquement avec des outils comme Dayrof, bien Flag, lancer des tests de mesure, la couverture ou même publier une documentation en ligne via GitLab Pages ou bien produire un rapport de test et un set statique, tout ça. Voilà, c'est ce qui est là ici. Donc, et ce qui est important aussi, on peut aussi bloquer par exemple les merge requests. Si par exemple les tests échouent ou si le code n'est pas propre, on ne peut pas merger. C'est en fait une façon de garantir la qualité qui ne dépend plus de la bonne volonté de chacun. Ça va être un truc vraiment automatique. Donc, comme je l'avais dit, on peut publier des pages aussi à travers le GitLab CI. Tout ça, on peut faire des sites statistiques. Là, c'est un exemple de code. Un exemple de code dans GitLab CI. GitLab CI.yaml, pardon. On peut faire aussi avec lint et des tests aussi. On peut faire plein de choses, hein, plein de choses. Donc le pipeline, il est composé en fait de deux phases qu'on appelle des stages qui s'exécutent en fait dans l'ordre, le build, le test. Quand vous partez sur votre GitLab, lorsque vous pushez, vous faites le push final, vous pouvez voir est-ce que ça a réussi ou bien ça a échoué. Tout est renseigné sur le GitLab. C'est pour ça que c'est important. Ça, c'est juste des variables automatiques
de GitLab. En fait, c'est GitLab qui les injecte directement. Vous n'avez pas à les enregistrer, à les renseigner par vous-même. Un exemple du fichier GitLab ci.yaml. Donc, le pipeline, en fait, comme j'avais dit, il y a la phase build et puis la phase test. Donc, en fait, d'abord, dans la phase build, il lance un runner de Docker. Ensuite, on s'authentifie sur la registre de GitLab. Ensuite, construit l'image à partir du Dockerfile. Ensuite, pousse l'image taguée avec le SHA du commit. La phase run test récupère la même image qui a été buildée à l'étape précédente là. Lance les PyTests à l'intérieur du conteneur et si un test échoue, il échoue et voilà. Et le pipeline est bloqué. S'il passe, bah, le pipeline passe aussi. En fait, pourquoi on tag avec le SHA du commit? C'est important parce que ça limite en fait, comment dire, on n'a pas de risque. Quand on tag avec le SHA, on n'a pas de risque de tester une image d'un autre commit. Commit, on, on, on teste vraiment l'image qui est committée, qu'on vient de committer. Donc, voilà un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce cours. Donc, on a vu ce que Docker permet de faire, c'est-à-dire reproduire un environnement lunatique, isoler les dépendances, exécuter des tests fiables dans un environnement contrôlé, simplifier le déploiement. Et on a vu qu'il y avait des alternatives à Docker aussi, comme Buildah, Podman, etc. Et on a vu aussi ce que GitLab CI/CD permettait de faire, c'est-à-dire automatiser le build et les tests à chaque push, tracer chaque version avec un tag de commit et bloquer un déploiement si les tests échouent. Donc, dans le TB, vous allez faire tout ça de bout en bout. Et une petite application Flask et un Dockerfile test et un pipeline sur la feuille qui tourne automatiquement quand vous poussez. C'est pas très long à mettre en place, mais c'est exactement ce qu'on retrouve souvent sur des projets, des vrais projets, des beaux projets. Je vous remercie.